Bobble wobble up, bam boom, I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She knows how to love me, yes. Bienvenue dans notre émission Cuisine. Aujourd'hui, édition spéciale, la cuisine moléculaire. La cuisine est présente partout dans notre vie. Elle est synonyme de famille, d'art, mais aussi de science. C'est le cas de cette technique moderne qui est la cuisine moléculaire. Saluée par certains, bannie par d'autres, mais qu'est-ce que juste cette cuisine moléculaire? Et surtout, comme le disent amateurs et spécialistes, peut-elle nous apporter quelque chose ou être dangereux? Oui. Quel impact peut avoir la cuisine moléculaire sur notre santé? Tout d'abord, savons-nous vraiment ce qu'est la cuisine moléculaire? C'est ce que nous avons cherché à savoir. Nous avons alors cherché à connaître les connaissances et les avis divers et variés de différentes personnes à l'aide d'un micro-trottoir. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous la cuisine moléculaire? Oui, je connais, à peu près. Et vous en avez déjà goûté? Non, jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une cuisine spectaculaire et très numérique. Connaissez-vous la cuisine moléculaire? Je la connais à travers des documentaires, si vous voulez. D'accord. Vous en avez jamais vu? Non, franchement, je suis pas Qu'est-ce que vous en pensez? Pas trop. non, parce que je trouve que les aliments sont trop transformés. Alors, comme j'ai tendance à être bio, ça me tente pas. C'est pas une cuisine qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que moi, si je vais dans un restaurant pour goûter de la cuisine moléculaire et que je veux la reproduire chez moi, je vais plus d'écouter une cuisine traditionnelle, à fleurs, à tout ce que vous voulez. Connaissez-vous la cuisine moléculaire? J'en entends parler. Vous en avez déjà goûté? Non. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien d'essayer, c'est bien de tester, après, voilà, oui, évidemment, pas quel goût, enfin, je ne connais pas le goût, effectivement, mais bon, pourquoi pas. Bonjour. Connaissez-vous la cuisine moléculaire? Chimique, il n'y a pas de chimie. Oui. Vous en avez déjà goûté? Et qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Connaissez-vous la cuisine moléculaire? Vous avez déjà goûté? Oui. Vous en pensez? Bah, c'est pas top. Non, bah, du coup, c'est pas. Ça change des produits frais, c'est ça, mais c'est pas. Enfin, on sent la différence, quoi. Comme vous le voyez, les avis en général sont plutôt négatifs et les gens n'ont pas beaucoup de connaissances sur ce nouveau type de cuisine. Remédions à cela. Tout d'abord, il est primordial de vous présenter un plat moléculaire. Oui, car vous devez sûrement vous demander à quoi ressemble ce processus où on allie la cuisine à la science. Fine. Alors, voilà les ingrédients qui vont être nécessaires à la recette qu'on va faire, que Madame la scientifique m'a expliqué. Alors, Et là, nous allons faire une verrine de mangue. Ah, alors on a l'agar-agar qui va gélifier la préparation. On a la mangue dont on a besoin On a le sucre en poudre. et de l'eau. Alors, on va procéder. Comme le scientifique m'a bien, la scientifique, excusez-moi, m'a bien expliqué, je sais ce qu'il faut faire. Alors, on va mettre la mangue. On va faire la purée avec la mangue et le sucre. Alors, il y a 30 mg de sucre. Voilà, on met tout dans le mixeur et je laisse faire le scientifique. Et là, c'est bon. Merci de faire mon école. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite de faire mon école? On va démonter le mixeur.
On aura besoin là, c'est 125 ml d'eau. Merci, docteur. Puis-je prendre cette eau? Bien sûr. Merci, docteur. Un peu. Je vous laisse faire. Qu'est-ce que je dois faire? Docteur Marie-Hélène. Vous devez mettre de l'eau quand à ébullition avec des agar-agar. Alors, on a mis les 125 ml d'eau. Maintenant, on met la préparation mangue. Et on va ajouter la petite touche de cuisine moléculaire, l'agar-agar. De nouveau. Merci, docteur Marie-Thérèse. C'est un sachet de 2 grammes. Merci. Je ne sais pas si vous fouillez, madame docteur Marie-Thérèse. Oui. Et ça ne se mélange pas très bien. Je ferai un avance rapide. Oui, il était bizarre. On touille un petit peu pour que ça soit bien homogène et on va laisser porter à ébullition. Donc là ça a bouilli. Donc docteur Marie-Thérèse, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va les mettre dans les verrines et il faut laisser refroidir au frigo pendant 1 heure. Love bam boom fruity fruity, oh Rudy, fruity fruity, oh Rudy, fruity fruity, oh Rudy, fruity fruity, oh Rudy, fruity fruity, oh Rudy. Maintenant que vous savez à quoi ressemble la cuisine moléculaire, nous allons vous expliquer dans les faits en quoi cela consiste. La cuisine moléculaire utilise de nouveaux ingrédients et de nouveaux ustensiles inhabituels afin de donner de nouvelles formes et de nouvelles saveurs à la cuisine traditionnelle. C'est une façon moderne de cuisiner au croisement de la science et de l'art culinaire. La naissance du terme de cuisine moléculaire, auparavant appelé gastronomie culinaire et physique, est due à la rencontre de Nicolas Curtis, physicien d'Oxford né en 1908 à Budapest, et de Hergottis, physico-chimiste français, lors d'une conférence en 1988. Tous deux s'intéressaient au rapport entre la cuisine moléculaire et les réactions chimiques. Mais dès l'Antiquité déjà, les scientifiques égyptiens s'intéressaient à la fermentation de la viande. En effet, un physicien égyptien cherchait à savoir si une émanation sortait de la viande. Il a gravé ses travaux sur un papyrus découvert au IIIe siècle qui se trouve actuellement à Londres. On peut donc dire que cette découverte est l'élément déclencheur de l'intéressement de plusieurs personnes au mécanisme moléculaire. Aujourd'hui, un cuisinier connu qui utilise la cuisine moléculaire, vous le connaissez sûrement, est Thierry Marx. Les objectifs de la cuisine moléculaire sont d'explorer la composante technique, artistique et physico-chimique de la cuisine. Entrons donc dans le vif du sujet. La cuisine moléculaire, comment ça marche? En effet, comme vous vous en doutez, la cuisine moléculaire ne fonctionne pas de la même manière que la cuisine traditionnelle. Différents produits sont utilisés ainsi que différentes techniques. Interrogeons notre scientifique Marie-Thérèse qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, docteur Marie-Thérèse. Bonjour. Pouvez-vous nous donner les fameuses techniques utilisées dans la cuisine moléculaire et les différents ingrédients utilisés pour mettre au point ces techniques? Alors, pour commencer, premièrement, nous allons parler de la stérification, qui est une technique mise au point qui a pour but de créer des sphères à partir des liquides. Ces sphères sont liquides au milieu et entourées d'une fine couche de gélatine. Quels ingrédients sont utilisés pour faire ce type de sphère? La stérification, c'est l'alginate de sodium, qui est un agent de texture et qui a pour propriété de gélifier en présence de calcium. Essayons de voir ce qui se passe au niveau moléculaire. L'alginate de sodium est mélangé à la préparation liquide que l'on veut enfermer dans une sphère. Cette préparation est alors plongée dans un bain de calcium. Lorsque le calcium entre en contact avec l'alginate contenu dans la préparation liquide, et ce gel aura tendance à s'épaissir de l'intérieur. En effet, plus le calcium entre dans la préparation, plus le gel sera important et résistant. Donc, si je comprends bien, ce sont des sphères avec du liquide à l'intérieur. Effectivement. Ok. Et pouvez-vous maintenant nous énoncer les autres techniques utilisées dans la cuisine moléculaire? Nous avons ensuite la gélification. Comme son nom l'indique, la gélification est un procédé qui permet d'obtenir un gel. La matière est alors entre l'état liquide
elle est très solide, d'où sa consistance visqueuse et transparente. Les principaux additifs utilisés pour réaliser cette clinique sont l'agar-agar et d'autres gélatines, mais nous avons aussi la gomme gélant et la garagénine. Ce sont tous des gélifiants. Nous étudions plus précisément la gélification par agar-agar. Premièrement, il est important de noter que l'agar-agar doit se trouver en présence de chaleur et d'eau. Toute préparation gélifie dès 35 degrés jusqu'à 45 degrés. Cet additif est composé de parties hydrophiles et hydrophobes. Dans une préparation contenant de l'agar-agar en solution, les molécules d'agar-agar se déplacent de façon parallèle afin d'isoler les radicaux hydrophobes. Ces derniers sont alors tournés vers l'intérieur et cherchent à expulser de l'eau. Lorsque la préparation se refroidit, c'est-à-dire lorsque les molécules d'agar-agar se rapprochent, les liaisons hydrogènes apparaissent entre les molécules d'agar-agar, comme nous l'indique la figure ci-dessous. Ainsi, il se forme des gels quand les molécules d'agar-agar s'enroulent entre elles. Le réseau formé est capable d'emprisonner une très grande quantité d'eau. Pour déduire le gel, il suffit de le chauffer à nouveau. En effet, le gel d'agar-agar se liquéfie s'il est chauffé à plus de 80 degrés. Et il me semble donc que vous aviez parlé aussi d'une troisième méthode qui faisait partie des principales techniques de la chimie moléculaire. Effectivement. Enfin, nous avons l'émulsion. On appelle l'émulsion un mélange de deux liquides non miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas, qui constitue alors deux phases. Le liquide dispersé prend la forme de gouttelettes dans l'autre liquide par action mécanique. Donc en fait, c'est comme l'huile et l'eau. Effectivement, c'est comme l'huile et de l'eau. Et y a-t-il d'autres techniques ou ce sont les seules techniques? Non, il y a d'autres techniques comme par exemple l'apaisement ou la sugélation qui sont moins utilisées. D'accord. Et est-ce qu'il y a des ustensiles particuliers utilisés pour mettre au point ces techniques? Oui. En effet, les ustensiles utilisés sont des cuillères percées qui permettront de récupérer et d'égoutter terre et bulles, des pipettes qui permettront de déposer délicatement vos sauces, de faire des petites perles d'alginate. Une sonde sous vide de 50 mm permet de contrôler la température à cuire de vos aliments lors d'une cuisson ou d'une pâte cuisine. La mesure du niveau d'acidité peut s'avérer utile lors de l'utilisation de la métrique. Grâce au pH mètre, on connaît facilement les pH. Un cyclone permet de faire des mousses chaudes ou froides. Des seringues qui permettent de faire des spaghettis ou des perles par exemple. Un thermoplongeur permet de cuire au degré près. Un tube en silicone alimentaire translucide pour réaliser des spaghettis d'agar-agar ou de carragénane. Une balance de précision pour peser de façon optimale des agences de friction. Maintenant que nous avons compris en quoi consiste la cuisine moléculaire, intéressons-nous à ce qui se passe lorsqu'on mange ces plats au quotidien. De nombreux experts, mais aussi amateurs, ont des avis divergents sur la question. Comme pour tout, il y a des points positifs, mais aussi des inconvénients. Tentons ensemble de démêler tous ces arguments et écoutons l'avis de nos spécialistes. Bam, boom, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy. Vous voulez allier science et cuisine? Rejoignez-nous une semaine tous les 2 mois, seulement en cas de beau temps, légèrement frais. Et les mercredis après-midi, s'il fait 18 degrés et qu'il pleut. Les formations en cuisine moléculaire, c'est du tonnerre! C'est le solde! Profitez-en pour venir acheter de quoi créer des plats uniques et originaux, mêlant amusement et science. Des produits ayant tout un tas de propriétés étonnantes qui donneront à vos repas une dimension nouvelle pour le plus grand bonheur de toute la famille. Momo Moléculaire, la boutique qu'il vous faut! Après cette courte pause, nous retrouvons notre chère docteure Marie-Thérèse. Bienvenue! Oula, agression, ça c'est les aléas du direct. Alors, Marie-Thérèse, maintenant nous aimerions savoir un petit peu en quoi la cuisine moléculaire peut avoir un impact. En effet, j'ai entendu dire qu'elle pouvait avoir certains impacts positifs, par exemple, surtout pour les gens atteints d'allergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est un point positif. Les gens l'allergie à la gélatine animale. Cette gélatine est extraite des tissus de collagène des animaux, protéines les plus abondantes dans l'organisme, comme le bœuf ou le porc. Puis elles sont prolongées dans l'eau chaude,
Chez les individus allergiques à la gélatine animale, l'organisme rejette cette substance des différents allergènes et provoque ainsi des réactions anormales. Mais l'agar-agar précédemment cité pour appliquer la technique de gélification qui est à 100% végétale peut remplacer cette gélatine animale et permet à ceux qui ne pouvaient plus manger d'aliments à base de gélatine animale de retrouver une alimentation normale et saine. Oui, j'avais aussi entendu que les personnes allergiques aux œufs et au lait, ça pouvait les arranger. Par exemple, les propriétés liantes, épaississantes ou gélifiantes des ingrédients de la cuisine moléculaire permettaient de remplacer utilement certains produits comme les œufs ou le lait. Notamment grâce à la Karagegan, qu'on a précédemment cité pour parler des techniques de gélification, nous pouvons préparer des flancs au chocolat sans œufs ni de lait, sans modifier ni le goût ni la consistance. Oui, car les personnes allergiques à ces différents produits peuvent ainsi profiter de la saveur sans risquer pour leur santé. Effectivement. Et il est aussi positif pour les gens allergiques à la farine. L'agar-agar permet d'apprécier et de donner la consistance à un plat sans pour autant utiliser de la farine. Il convient donc parfaitement pour les intolérants au gluten. Ensuite, la cuisine moléculaire est également une alternative au diabète dans la mesure où les personnes diabétiques ne peuvent pas manger de gourmandise ou très peu selon leur type de diabète. Ça donne faim, n'est-ce pas? En effet, le diabète est une maladie dans laquelle on observe un trouble de l'utilisation du sucre par l'organisme, du fait d'un dysfonctionnement du pancréas qui ne libère pas assez d'insuline dans l'organisme. De ce fait, leur consommation de sucre doit être très limitée. Or, la cuisine moléculaire, grâce à ces différents produits, permet de donner un goût de sucre sans qu'il n'y ait aucune trace de glucose. Pour appuyer cet exemple, on utilise la comparaison d'un flan de coco traditionnel et un flan de coco moléculaire. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti. De plus, l'agar-agar est plus gélifiant que la gélatine, permettant une texture plus ferme, mais il est surtout beaucoup moins calorique. Alors que les gélifiants traditionnels contiennent environ 345% grammes, celui issu des algues n'apporte que 15% grammes. Exactement. Soit 23 fois moins. De plus, l'agar-agar prévient la sensation de faim et donc le grignotage car son volume est multiplié par 3 une fois dans notre corps. Il absorbe en effet une grande quantité d'eau tout en captant les graisses et les sucres, ce qui remplit l'estomac et favorise la sensation de ventre rempli. Il est donc très souvent utilisé lors de régime comme coupe-faim. Effectivement, la cuisine moléculaire peut aussi se révéler être un avantage de taille au sujet du respect de l'environnement grâce à certains additifs alimentaires utilisés. Les algues, dont seules pour faire l'agar-agar, ont besoin de consommer du gaz carbonique pour pousser. Elles contribuent donc à l'élimination du gaz carbonique présent dans l'atmosphère. De plus, les techniques de culture d'agar-agar polluent beaucoup moins l'environnement que l'élevage des animaux. Que de points positifs. En effet, en écoutant tout ça, la cuisine moléculaire semble plutôt positive. Mais vous allez nous parler également des effets néfastes de la cuisine moléculaire. Le premier à avoir critiqué ces nouveaux types de cuisine est un journaliste. Vous allez nous parler également des effets néfastes de la cuisine moléculaire. Le premier à avoir critiqué ce nouveau type de cuisine est un journaliste allemand du nom de Georg Dietrich. Il l'accuse d'être dangereuse pour la santé. Essayons donc de trouver des arguments prouvant que cette cuisine peut se révéler mauvaise pour la santé. Tout d'abord, nous avions précédemment dit que l'agar-agar était une bonne solution lors d'un régime. Or, la surconsommation de ce produit peut entraîner des troubles dans le mécanisme de digestion. Évidemment, dans la cuisine traditionnelle, la surconsommation de certains produits gras peut aussi provoquer des maladies. Ensuite, selon de nombreux scientifiques, l'utilisation de certains additifs pourrait s'avérer dangereux pour la santé. Par exemple, le sang de ce colorant risquerait de provoquer hyperactivité, asthme, urticaire, rhinite, troubles de la vue, insomnie. Pourrait être cancérigène avec des effets mutagènes et tératogènes. Mais naturellement,
Les risques liés aux additifs sont seulement nuisibles à haute dose. De plus, ces colorants sont aussi utilisés dans la cuisine dite traditionnelle. Enfin, nous pouvons être sûrs de ces risques car ces colorants sont soumis à des normes de sécurité des aliments, mais également à une réglementation française qui met en place des quantités limitées pour les additifs les plus néfastes. En conclusion, on peut dire que la cuisine moléculaire peut certes faire peur du fait que ce soit une nouveauté, mais ne présente pas plus de risques qu'une cuisine traditionnelle dans la mesure où elle est aussi à surveiller. Surconsommation de produits trop gras ou trop sucrés par exemple. Nous avons quand même cherché à connaître l'avis de spécialistes. D'abord, dans la cuisine moléculaire, il y a une grande opacité. Selon les chefs, on ne sait pas du tout ce que va là-dedans. Il y a une forte tendance additif alimentaire. Ouais. Certains chefs se sont mis à commercialiser leurs propres additifs. Certains chefs ignorent les limites légaux, en tout cas, ce n'est pas dans la documentation. Et un certain nombre de ces substances divisent la communauté médicale. Je fais allusion au cas que je cite dans mon livre. Le carragène, un additif qui est légal. C'est carragénal en français. Pardon. Carragénane qui est inoffensif, considéré inoffensif, mais aux États-Unis, il y a une dame qui fait des recherches là-dessus depuis 15 ans et elle dit que c'est cancérogène. Alors, il faut, si on veut travailler les méthodes de l'industrie, prendre ses responsabilités. Il y a aussi d'autres choses. Ces chefs s'estiment au-dessus de la loi. Il y a un livre d'un chef espagnol très connu, Ferran Adrià, qui prescrit carrément un additif qui était interdit au moment de la mise en vente du livre. Et moi, je dis, c'est pas au chef de décider quels sont les additifs dans notre assiette. Et ça, je suis d'accord, moi. S'ils en veulent, qu'ils l'affichent. Mais pareil, si un additif n'est pas autorisé, c'est pas à M. Adrià. Allez, pour vous faire... Je suis beaucoup plus inquiet de la cuisine traditionnelle. C'est quand même un truc insensé. Il y a des barbecues dès qu'il y a des beaux jours. Les gens chargent leur viande de benzopyrène cancérogène, mais là, il n'y a pas un doute. C'est pas un doute, c'est une certitude. Hein. Et on voit même épidémiologiquement les populations du nord de l'Europe qui ont des cancers du tract digestif et personne ne fait rien. Si l'utilisation de composants inhabituels peut faire peur, l'impact de la cuisine moléculaire sur la santé est globalement positif. Il est bien sûr nécessaire de ne pas tomber dans l'excès, comme pour tout, afin d'éviter de graves répercussions sur la santé. Cette science n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il reste sûrement beaucoup à découvrir. Bam, boom, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy, fruity, fruity, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bam, boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me.